Coucou tout le monde, je reçois Fabienne Ex-Souza qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait dans la vie. Je pense que tu es doctorante et artiste et qu'il y a un petit secret aussi, une petite chose à comprendre sur ton nom. Tu peux nous expliquer tout ça? Avec plaisir. Bonjour, c'est un plaisir de participer à votre chaîne. Et oui, effectivement, je suis artiste et doctorante. Je suis afro-brésilienne et actuellement, j'ai fini un doctorat à l'Université de Paris 8 dans le domaine de l'art. Je travaille avec l'art plastique, mais aussi la théorie de l'art, ce qu'on appelle l'esthétique aussi dans l'art. Donc tu es à la fois praticienne, mais aussi tu produis de la théorie là-dessus. Tout à fait, ce qu'on appelle concrètement artiste et chercheuse. Donc c'est-à-dire qu'une pratique nourrit l'autre. Donc ma pratique artistique, quelque part, me pose des questions, m'oriente. À partir de cette pratique artistique-là, j'ai un regard sur le monde qui interroge à son tour ma pratique et mon développement intellectuel dans ma recherche académique. Ok, et ton nom alors justement, c'est une question pas facile à aborder parce que quelque part, De Souza au Brésil, c'est un nom très lourd. Il faut savoir que nous avons été colonisés, ça fait que 132 ans qu'on a été libérés de l'esclavage au Brésil, c'est-à-dire que mes arrière-grands-parents, ils ont été encore esclaves. Et le De Souza, pour moi, c'est une charge très lourde. En fait, mon nom de famille, c'est ça, c'est De Souza. Et le D au Brésil, quelque part, ça veut dire appartenir à. D'accord. Donc, c'est ceux qui appartenaient au Souza, c'est comme ça qu'ils nous appelaient. On a plusieurs noms de famille qui ont été dérivés de ça. Ce n'est pas une problématique qui est constamment abordée et c'est quelque chose de vraiment très personnel. C'est moi qui me suis rendu compte d'une problématique qui m'interpellait, qui me posait problème. Et à partir de ce moment-là, j'ai créé une performance, un acte poétique, politique, dans lequel je me suis dit qu'il fallait extirper quelque part ce nom de famille sans pour autant ligner. Parce que ma grand-mère s'appelle encore Maria Rosa de Souza, ma mère qui est déjà décédée s'appelait Maria de Fátima de Souza. Donc ce nom de famille il est très présent. J'aurais pu choisir un prénom des consonances africaines pour me dire voilà, maintenant je m'appelle Fabiana, quelque chose. Mais je me suis dit ça serait quand même faux. Parce que c'est passé là et l'histoire, en tout cas, quelles ont été les circonstances, quelles ont été les possibilités qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui je possède un prénom comme ça, c'est ça qui m'intéresse quand j'aborde les ex-Souza. Ça me permet de parler, ça me permet de questionner, d'interroger le monde à propos et de quelque part partager un malaise avec la société que j'habite. Donc vous avez changé le de en ex. Exactement. Et que signifie ce ex? Le ex, c'est une façon d'extirper. D'accord. Exactement. Waouh, belle performance et belle idée, quelque part artistique et politique. Aussi. En tout cas, pour moi, ça a été, c'était quelque chose de très nécessaire parce qu'il y avait ces malaises, en fait, un malaise que je voulais partager parce que je me suis dit, je ne suis pas responsable de cet acte. Ma famille n'est pas responsable de cet acte. Comment je fais pour partager ces malaises aujourd'hui, que les malaises que nous avons subis, les malaises dans lesquels nous avons été nés, comment je partage ces malaises avec le monde dans notre situation qui est contemporaine. Donc c'est à partir de ce prisme-là que j'engage en fait cette expérience de vie au-delà de la performance. Ouais. Et vous êtes attaché à quelle université? À l'université de Paris 8. Paris 8, ok, voilà. D'accord. Alors est-ce que tu connais bien ton pays d'origine? Ah oui, je suis née au Brésil, j'ai vécu là-bas pendant 27 ans et ça fait 10 ans que j'habite en France. Donc oui, j'ai grandi, ma famille est entièrement là-bas. Et j'ai tous mes amis encore, j'ai fréquenté l'école là-bas, j'ai été scolarisée au Brésil, donc ouais, j'ai un lien très fort. Et comment est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous appelez afro-brésilien? Ouais, noir totalement. Afro-brésilienne, Afro-brésilienne, ouais. Afro-brésilienne. Je pourrais pas le dire. Je voulais savoir un petit peu quelle est la situation des artistes au Brésil dans ce contexte sociopolitique qu'on peut peut-être rappeler un petit peu, qui est assez dur. Tu rappelais un chiffre tout à l'heure, tu disais que toutes les 23 minutes... un jeune noir est assassiné. Toutes les 23 minutes, un jeune noir est assassiné. Ouais. Mais par qui, comment? C'est une histoire complexe, dans un sens où elle est évidente, mais pour
pour autant, il n'y a pas des solutions qui sont proposées dans un sens précis. Parce que la narrative coloniale, en fait, la narrative coloniale, c'est un pouvoir très pernicieux. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire une certaine narrative qui font croire à la propre situation afro-brésilienne, qui s'entretuent entre eux, parce qu'il y a des problèmes de trafic de drogue, parce qu'il y a des problèmes de violence, parce que nous sommes violents. Donc voilà la perversité du discours. Alors que nous savons très concrètement que dans une analyse plus large de ces dispositifs coloniaux qui a été imposé au Brésil, depuis le départ, nous avons un système qui fait en sorte que les Afro-Brésiliens, depuis l'abolition de l'esclavage, soi-disant on appelle abolition parce que dans le Brésil, la rhétorique nous dit que ça a été une Française blanche portugaise qui a signé la loi d'or pour nous libérer, alors que nous savons très concrètement que nous avons réussi à obtenir cette liberté avec des siècles et des siècles de lutte de libération qui ont été mises à jour qui ont été menées par des Afro-Brésiliens. Et tout ça pour te dire en fait que effectivement, ce qui est important pour nous de se rappeler, c'est que dans cette narrative entière de cette histoire du Brésil, il y a eu, depuis l'abolition de l'esclavage, très peu de politiques qui ont été menées pour nous mettre au centre de la société. Nous avons été depuis le départ mis à l'écart. Aucune politique de réinsertion des Afro-libérés, aucune politique. Au contraire de cela, à l'époque, les gouvernements, ils ont donné des terres, ce qu'on appelle des quotas pour les Blancs, pour blanchir la population. C'était une loi du gouvernement brésilien qui donnait des terres à tous les immigrants qui venaient à l'époque, qui fuyaient les dictatures, notamment les Italiens qui fuyaient à l'époque Mussolini. Et tous ces gens-là étaient les bienvenus au Brésil. Il y avait même des gens au sein des bateaux qui venaient pour choisir ceux qui étaient les plus blancs. Donc ces mesures-là ont été mises en place par les gouvernements brésiliens. Donc on vient vraiment d'une rhétorique, d'une construction dans laquelle on ne cache pas la haine envers le noir. Depuis le départ, on a passé de objet, chose à marginal, à périphérique, à violent, dangereux, et que nous devons donc contraindre, contrôler et punir. C'est comme ça que la société brésilienne s'architecte jusqu'à aujourd'hui. Et dès qu'on a une voix qui essaye de sortir, de s'émanciper, comme celle de Marielle Franco dont je te parlais, qui était une députée assassinée par 4 tirs par la milice brésilienne, enfin la milice, on peut même dire gouvernement, parce que voilà, c'est une mafia tellement complexe que les miliciens sont au centre de la politique brésilienne. Et qui a fait en sorte que dès qu'elle a essayé de dire de sortir de ce système-là, ben, ils l'ont achevé. Et aujourd'hui, vous pensez que les artistes dans ce contexte, et particulièrement les artistes qu'on dit racisés, parviennent quand même à s'exprimer, ou est-ce que c'est devenu difficile, et surtout si on est éventuellement artiste militant? C'est très compliqué, hein. J'ai des rapports avec des amis, je parle avec des amis qui sont au Brésil actuellement, et la plupart racisés, et la plupart dans une situation de précarité énorme. Parce que alors qu'ici en France, il y a des aides qui ont été mises en place, là-bas on a un président entièrement sadique qui nie l'épidémie, qui nie les génocides envers la population afro-brésilienne, non seulement nie comme il travaille pour que ces génocides-là deviennent de plus en plus forts et pris par la population comme quelque chose de normal. Et donc pour moi, je pense que pour les artistes qui sont déjà précaires dans ce système-là, aujourd'hui, c'est encore plus difficile en fait. Oui. C'est normal, c'est une conséquence quelque part d'un système qui est injuste déjà depuis la base. Vous parlez carrément de génocide. Hein? Ah ouais, on emploie ces termes, c'est pas un terme qui est le mien, ce sont des chercheurs, des intellectuels et qui ont déjà eu, même l'Amnesty internationale, qui sont déjà penchés sur le sujet, qui démontrent très clairement que le Brésil tue la population afro-brésilienne presque dans un acte ethnocide. C'est-à-dire c'est très lié à la couleur de la peau, à la race. Hein?
je dis entre guillemets, parce qu'ici en France c'est illégal, au Brésil c'est normal. Ouais, on peut employer le terme race et il est même utilisé par les gouvernements. On a les quotas, les quotas quoi. Ah, il y a des politiques de quotas en emploi, etc. Oui, totalement, pour les études, enfin, dans les universités, etc. Et ils n'ont pas l'air de beaucoup fonctionner. Ça fonctionne, moi je suis quelque part voilà, je suis un fruit de ces quotas. Ouais. Et donc, ouais, à l'époque c'était Lula qui était au gouvernement. Et c'est vrai que Lula c'était un président qui voulait faire en sorte que la population afro-brésilienne émerge. Donc il a instauré toutes ces mesures de quotas pour les artistes dans les universités, qui ont fait en sorte que les artistes puissent faire maintenant des doctorats, voyager, etc. Et dès que Bolsonaro est rentré au gouvernement, le nouveau président, il a fait en sorte d'essayer de découper, ou en tout cas de détruire toutes ces mesures-là. En fait, donc du coup, on voit à nouveau cette haine raciale très forte dans toutes ces politiques. En fait, on voit que la haine raciale envers les Noirs, ou quelque part, ce que je préfère dire, la haine des Blancs, la haine blanche, elle est très forte et elle est vraiment le fruit d'une élite très coloniale, très raciste encore au Brésil. Il y a eu un assassinat là que ça m'a choqué très récemment, ça m'a choqué énormément. Un garçon de 9 ans qui a été mis dans un ascenseur par l'employeuse de sa mère qui était une blanche. La mère était partie promener les chiens de son employeuse. Et pendant ce temps-là, le garçon il a commencé à pleurer. Eh ben, cette dame blanche, elle met le garçon dans l'ascenseur, elle appuie le 9. C'est l'unique étage où il n'y en a pas de protection. Et voilà. Oh mon Dieu. Ouais, voilà, le Brésil c'est ça. Le Brésil c'est ça. Incroyable. Et donc c'est très difficile parce qu'on se dit on va parler de l'art. On se dit on va analyser les choses alors qu'on est en train de se dire... Tu vois, on est encore dans... Elle l'a assassiné en fait. Ouais, le garçon il est tombé. Donc j'ai mis ça sur mon Facebook, j'ai essayé de faire partie. Mais c'est ça qui est très étonnant, de voir que cette violence au Brésil ne choque pas encore le monde en fait. C'est comme si... Il y a quelque chose, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui ne... Même j'ai envie de dire, parmi les afrodescendants et les diasporas, etc., il y a quelque chose qui passe pas. Ouais. Ouais. On s'émeut pour George Floyd et ça fait un moment que le Brésil souffre et il n'y a pas beaucoup de... Non. Mais justement, ça rejoint un peu ma dernière question. Est-ce que le lien avec l'Afrique a été gardé, ne fût-ce que spirituellement, ne fût-ce que culturellement? Est-ce qu'on se sent encore africain quand on est afro-brésilien? Totalement. Oui. Énormément d'ailleurs. Quand on le voit? Ah ouais, totalement. Je pense que c'est ça qui nous a fait survivre jusqu'à présent. On a plein de confréries, on a plein de... même les rites qui nous ont été imposés par la religion catholique, on a des rites qu'on a transformés en rites afro-catholiques. On a les centres des candomblés, des religions afro-brésiliennes qui ont été protégées. Et même des étudiants et théoriciens qui étudient par exemple le candomblé ou les rites ancestraux qui existaient en Afrique et qui viennent au Brésil aujourd'hui pour les étudier parce que chez nous on nous a préservés en dehors de toutes les mutations qui ont eu lieu en Afrique à cause de justement toute l'imposition de l'islam, etc. Donc on a gardé des centres de vie très puissants. Et je pense que c'est ça qu'on essaie de transmettre. On a ce qu'on appelle chez moi, et quelque part c'est un peu dans mon travail artistique aussi à travers de ces films dont je parle dans l'article, qui s'appelle Navire OVNI. C'est un film qui a... Donc dans le livre, dans la revue Tumult avec Décoloniser les arts. Voilà. Et du coup, c'est vrai que dans ce travail-là, j'essaie d'aborder cette trame, en fait, ce travail de comment, par exemple, toute cette royauté qui a été emprisonnée au Royaume du Congo, qui a été ramenée dans mon état, au Brésil, à Minas Gerais, on a développé là-bas ce qu'on appelle un système de protection psychique à travers les congadas. Donc ça passe par des rites afro-catholiques dans lesquels on a une cérémonie de couronnement qui passe de père en fils jusqu'à aujourd'hui. Donc jusqu'à aujourd'hui on a gardé la lignée royale. Exactement. Merci beaucoup pour cette belle interview. Merci beaucoup pour on est ensemble, tu es ma soeur. Oui. Le Brésil et l'Afrique. Hein? On a besoin de refaire ces liens de plus en plus forts. Hein. Oui, il faut qu'on se relie. Qu'on se relie.
À très bientôt. Ben, merci. Bye. Bye bye.